Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens, ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Alors? C'est pour quand? Vous savez, les injonctions ou les petits conseils. Oui. Tu travailles trop, ce bébé viendra que quand tu lui feras de la place, c'est parce qu'en fait, tu penses trop au travail. C'est de ta faute, quoi, en gros. Ouais, en gros, voilà. en gros, c'était de ma faute, Encore en une fait. fois. C'est le stress. Ah oui, ton taux de cortisol, il doit être très haut, c'est à cause de ça. Dans la saison 3 de la géniale série Master of None, intitulée Moments in Love, il y a un épisode bouleversant où l'on suit Alicia dans son parcours de PMA. Un peu comme un documentaire, on la voit traverser toutes les étapes. L'espoir, la peur, les rendez-vous médicaux, la fatigue, les questions financières, le rapport au travail. Je m'en fous de l'infertilité. Je sais que mon corps peut le faire. Et pourquoi je le sais? C'est parce que je suis une putain de battante. On va être des putains de battantes ensemble. D'accord? Je vais me concentrer, bien manger, dormir, faire de l'exercice. Je vais faire du yoga, prendre des vitamines. Je vais même faire les trucs spirituels que j'ai vus sur Internet. Hein? Mais on va le faire, on va y arriver. Vous êtes avec moi? Je vous soutiendrai quel que soit. Non, vous allez être... Ce que la série montre très bien, c'est à quel point ce parcours prend toute la place. Dans le corps, dans la tête et souvent dans la vie entière de celle qui veut un enfant. Et quelque part, on attend de ces femmes qu'elles continuent à vivre leur quotidien comme si de rien n'était. Souriante, courageuse, performante. Bref, la femme forte, comme on aime à le dire. Mais vous savez ce qui cloche avec Wonder Woman? C'est tout simplement qu'elle n'existe pas. Parce qu'un parcours d'AMP, c'est le terme officiel dans les textes de loi et le langage médical pour PMA, c'est un combat à la fois physique, logistique, économique et émotionnel. Aujourd'hui, on va en parler avec Maëva Olive, membre du collectif BAMP, qui milite pour briser le tabou autour de l'infertilité et de l'AMP, notamment au travail, pour faire reconnaître cette réalité et pour déconstruire les injonctions qui pèsent encore sur les femmes et les couples. Hello Maëva. Hello. Est-ce que tu peux déjà nous raconter un petit peu concernant ton parcours à toi? On va commencer par parler de toi. Et puis ensuite, on viendra un petit peu plus sur tout ce qui concerne le collectif. Est-ce que tu peux nous parler de comment est né ton projet d'enfant, toi, avec ta compagne? Alors effectivement, donc moi je suis avec une femme, donc un couple homosexuel, et très vite, au bout d'un an, on a eu envie de construire une famille. C'était vraiment une envie partagée. Et à cette époque-là, c'était pas encore autorisé en France. Donc il a fallu se renseigner pour savoir comment on allait faire un enfant toutes les deux. Hein. C'est plus complexe qu'en couple hétérosexuel. Il se trouve que nous, déjà, les premières questions étaient de savoir, pour avoir un don de sperme, est-ce qu'il fallait que ça soit un don, est-ce qu'on voulait que ça soit un don anonyme ou semi-anonyme? Je pense que c'est la première question à se poser quand on est en couple de femmes, parce qu'en fonction des pays, le droit n'est pas le même. La loi n'est pas la même. Et donc, on a décidé, nous, d'aller au Danemark. On a choisi une banque de sperme danoise parce que là-bas, on peut choisir un profil de donneur avec plusieurs critères. Donc, on avait envie, moi, j'avais envie de donner des critères un peu proches de ceux de ma femme. Et en plus, on a des informations sur le donneur. On peut avoir, si on le souhaite, une photo de lui enfant. Et on peut même, parfois, mais c'est rare, avoir des photos de lui adulte. Et c'est vrai que moi, j'avais besoin de mettre un visage sur ce donneur. Et donc, c'est pour ça qu'on est allé dans ce pays-là. Et on a choisi donc le seul Italien dans une banque de sperme danoise, brun aux yeux marrons. Et voilà, on s'est lancé. Il se trouve que Cryos, la banque de sperme danoise, nous a mis en relation avec des gynécologues français qui, à l'époque, c'était illégal, mais acceptaient d'accompagner des femmes un peu, comme je pourrais le dire, un peu de manière cachée. À l'étranger les démarches. Exactement. Et j'ai commencé par des inséminations et on recevait finalement les gamètes dans le cabinet médical du gynécologue.
Je suis tombée très rapidement enceinte, enfin du premier essai ou plutôt je dirais du deuxième essai, parce que la première fois j'étais en STEAM. Il se trouve que les paillettes, comme on les appelle, les En paillettes STEAM, dans nos... ça veut dire quoi? Tu peux nous expliquer? Oui, en fait j'avais une stimulation, stimulation. Pour une insémination, parce Ok. qu'en fait justement pour quelque part ils font en sorte de synchroniser l'ovulation au moment où ils inséminent les paillettes. D'accord. Pour faire en sorte que la rencontre se fasse Que ça prenne, et quoi. que ça prenne et qu'il y ait bien un follicule, etc. Ok. Et donc, pour ma première stimulation, tout était prévu. Je devais me faire inséminer à tel jour, mais sauf que les paillettes ne sont jamais arrivées parce qu'il y a eu un problème de livraison. Elles sont restées bloquées en Allemagne. Ouais. Donc, on les a fait renvoyer. Et bon, la deuxième fois, mais la première insémination, ça a marché. On l'a découvert. On partait en voyage au Canada l'été. Et donc, j'ai appris que j'étais enceinte là-bas. Donc, exceptionnel, quoi. Une chance exceptionnelle. Donc, j'avais 33 Super. ans à l'époque. C'était magique. Donc, on a eu la chance d'avoir une petite Mila en avril 2020, donc en plein Covid. Tu m'as parlé d'un petit miracle pour Mila. Bah oui, pour moi, c'était vraiment le fait qu'elle soit arrivée comme ça du premier coup. Et puis voilà, elle est exceptionnelle. Mais bon, comme toutes les mamans, on n'est pas objective. Mais ce qui est très drôle, c'est que donc on a pris un donneur brun aux yeux marrons et ma fille est très blonde aux yeux bleus. Donc tout le monde croit que le géniteur est danois. La génétique. Et c'est après que ça s'est corsé. Ouais. Quand on a essayé de donner un petit frère ou une petite sœur à ma fille. Ouais, donc la deuxième, on va appeler ça la deuxième tentative. Voilà. Exactement. Ouais. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, se poser la question est-ce que c'était ma femme ou moi qui allait porter ce deuxième enfant. Et moi, vu que j'ai commencé le parcours et que j'avais été maman et ma femme avait aussi l'envie de vivre ça, il était évident que c'était à elle aussi. En plus, elle était plus âgée que moi. D'accord. Il se trouve qu'à l'époque, on avait eu toute une discussion pour savoir qui commençait. Moi, j'avais vraiment cette envie. Elle voulait faire un marathon, donc on s'est dit chacun fait son projet. Ouais, Mais tu commences vite, Maëva. Donc j'ai commencé vite, je suis tombée enceinte rapidement et après c'était à elle. Et il se trouve que pour elle, c'était plus compliqué. En fait, notre gynécologue nous a pas suffisamment sensibilisés, fait de bilan fertilité pour ma femme. Sans indiscrétion, elle avait quel âge à ce moment-là? Au moment de commencer, elle avait 38-39 ans. On s'est rendu compte qu'elle avait des problèmes aux trompes, que son AMH était très faible. D'accord. L'AMH, en gros, c'est une hormone qui permet, c'est un dosage qu'on fait d'hormone qui permet d'évaluer à peu près la quantité restante d'ovocytes, le stock d'ovocytes. Tout ça poussé pour qu'elle fasse directement une FIV, donc une fécondation in vitro, qui implique une ponction des oocytes. Quelque part une fécondation de ces oocytes à l'extérieur du corps. À l'extérieur du corps, ce qu'on appelle ICSI, c'est-à-dire qu'ils prennent les spermatozoïdes et qui fécondent les oocytes à la mano. Elle a fait ça, elle a fait 2 tentatives. La première n'a pas marché, elle a eu 3 embryons. Et il se trouve qu'au Danemark, c'est aussi pour ça qu'on y allait, ils font ce qu'on appelle un diagnostic pré-implantatoire des embryons, c'est-à-dire qu'ils analysent les chromosomes, la génétique des embryons pour savoir s'ils sont viables. Ce qui permet d'améliorer les chances de réussite, ce qui n'est pas autorisé en France. C'est pourquoi on se bat avec le collectif BAMP. Et donc, elle a eu 3 embryons et malheureusement qui n'étaient pas viables génétiquement. Il manquait des chromosomes, etc. Donc, ils ont été écartés. D'accord. Et à la deuxième tentative, elle n'a même pas eu d'embryon. Notre donneur, pendant le Covid, a arrêté de donner. Donc, on avait un stock de paillettes limité. Et on s'est retrouvé dans un moment où il fallait choisir, c'est-à-dire chaque tentative de ma femme enlevait potentiellement une chance pour moi de tenter si pour elle ça ne marchait pas. Parce que vous vouliez le même donneur pour les éventuels 2 enfants que vous auriez. Exactement. Ouais. C'est important pour nous. On voulait vraiment, en tout cas, ça nous tenait à cœur de faire en sorte qu'il y ait ce lien. Ça en commun aussi. Entre les 2 enfants, les mêmes mamans et le même géniteur, si on pouvait. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on était attaché dans l'idéal. Et bon, il se trouve que, en fait, on en a beaucoup discuté. Et Séverine, ma femme, s'est rendue compte que ce qui était le plus important pour elle, c'est qu'on ait ce deuxième enfant. Et que si ça devait passer par une deuxième grossesse que je porte, entre guillemets, c'était ça qu'on allait faire. C'est un parcours du combattant dans lequel on est depuis 4 ans. Là. J'ai enchaîné les tentatives. Donc j'ai commencé par des inséminations, puis une FIV,
une fille qui a donné lieu à une grossesse en 2022, que malheureusement, au bout de 8 semaines et demie, j'ai eu un décollement placentaire, malgré le repos, etc. Elle n'a pas tenu. Enfin, mon gynécologue m'a dit oui, c'est en train de se résorber, etc. Et moi, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ouais. Et donc, c'était le 12 décembre, j'ai demandé une écho de contrôle à un autre gynécologue qui m'a dit que le cœur battait plus. Donc, j'allais partir à Noël en me disant tout va bien, annoncer à toute ma famille la grossesse, alors qu'en fait, le cœur ne battait plus. Voilà, on va dire que mon gynécologue de l'époque... Tu n'es plus en contact avec Voilà, il m'a fallu du temps pour le quitter, parce que j'avais un peu le syndrome de Stockholm, entre guillemets. C'est grâce à lui que j'ai eu ma fille, parce qu'il m'en a fait d'autres, mais bon, je ne vais pas épiloguer. Dont des violences gynécologiques d'ailleurs. Il m'a fait un décollement de la membrane pour ma fille pour me faire accoucher plus tôt sans me demander mon avis. Oh là là, ouais. Bon, bref, on a perdu ce bébé malheureusement, et donc ça a été un vrai traumatisme. On s'obstine quelque part, on prend pas le temps. On prend pas le temps de faire le deuil. C'est dur, on vit cet arrêt de grossesse, mais quelque part on repart au combat. Moi, j'avais une question pour toi, justement, avant de revenir aux ponctions suivantes et aux tentatives suivantes. Qu'est-ce que... tu l'as dit toi-même, tu n'as pas vraiment fait le deuil, mais qu'est-ce que cette perte a changé dans ton rapport à la maternité et tout ça? Est-ce que ça a changé quelque chose, finalement, dans ton approche du parcours? Ça m'a changé, moi. Ouais. Ça m'a changé profondément. Ce bébé, on l'attendait vraiment depuis longtemps. On s'est battu pour l'avoir. Et une fois qu'il était là, on s'est projeté. On s'est dit, il est là. Il existait pour nous. Enfin, il était encore au stade d'un embryon de 8 semaines et demie. Donc, c'est tout petit. Mais pour nous, dans les projections, c'est un bébé, en fait. Et dans l'amour qu'on y met, c'est un bébé. Ma mère est infirmière à Nice. Le jour où on l'a appris, donc j'ai fait l'écho à Paris. On a changé nos billets d'avion pour Noël et on est rentré plus tôt à Nice pour que ma mère puisse me prendre en charge et organiser le curetage dans son hôpital. Et donc, elle était dans la salle avec moi pendant l'opération. Et au réveil, moi, c'était ma première anesthésie générale, j'en avais jamais vécu. D'accord. Apparemment, je hurlais, mon bébé, où est mon bébé, mon bébé, où est mon bébé. Mais donc, il y a vraiment quelque chose... de viscéral, quoi. Ouais, de viscéral. Ouais. Et c'était important pour moi. Il existait, en fait. Bien sûr. Beaucoup... Ouais, mais pour beaucoup, moi j'ai entendu le jour où j'ai perdu ce bébé, j'étais encore, je saignais encore. On m'a dit, mais t'inquiète pas, toutes les femmes vivent ça, il faut se coucher, il y en a tout le temps, t'en referas un autre de bébé. Mais non, en fait, déjà, c'était celui-là. Déjà, j'ai eu du mal à le faire. Et en fait, je viens de le perdre. En fait, c'est un deuil, quoi. On peut pas comme ça. Oui, ça se remplace d'un pas. Regard de main, cette émotion-là. Ma mère, quand elle était là, je lui avais demandé de récupérer ce qui restait de ce curetage. Alors, est-ce que c'était un bout de placenta? Bon, bref, elle me l'a gardé. On a fait cette cérémonie un peu où on a planté un pommier et on l'a presque enterré, mais ce qui restait de ses cellules, on avait envie de lui dire au revoir, qu'il existe. Le pommier est là dans le jardin et il fait partie de nous. Et pour revenir à ta question, en fait, il m'a changé. Je sais que c'est une blessure qui est là, que je l'oublierai jamais. J'ai l'impression que alors après on croit au signe ou pas. J'ai l'impression que il m'accompagne. J'ai des signes parfois. Je sens une présence et et puis c'est une manière aussi de dire que la fragilité de la vie, son importance, et surtout ça m'a aussi beaucoup recentré sur ma fille, sur déjà la chance exceptionnelle qu'on avait qu'elle soit dans nos vies, parce qu'elle est exceptionnelle, et de pouvoir en profiter aussi le plus possible, m'en occuper, lui donner tout ce que je peux. À ce moment-là, toi, tu étais directrice d'agence. Tu avais un emploi du temps hyper chargé. Comment tu as vécu cette tension entre le fait de devoir être performante professionnellement, de suivre un parcours, comme on le dit, aux aléas, en fait, aussi bien physiques que psychologiques, avec beaucoup de tensions, de difficultés, de hauts et de bas. Comment tu as fait pour avancer dans ce cadre-là ? J'ai fait comme j'ai pu, je pense comme beaucoup, et je t'avoue que ça n'a pas été simple. Alors moi déjà, il se trouve qu'effectivement, j'étais directrice générale adjointe d'une agence de communication. Ça faisait 10 ans que j'étais, j'ai passé 10 ans dans cette agence.
dont tout mon parcours d'AMP. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai perdu aussi, j'ai vécu cet arrêt de grossesse. Moi, je suis quelqu'un de très passionné, très engagé, très énergique, et donc je ne fais pas les choses à moitié. J'essaie de faire mon maximum tout le temps, parce que je n'aime pas décevoir. Je n'aime pas décevoir mes équipes. J'ai envie que mon travail soit bien fait. Je suis exigeante et j'essaie d'être professionnelle. Et donc, j'ai essayé de mener les deux de front, comme un peu comme une sportive de haut niveau, une combattante qui veut surtout pas, que ça soit d'un côté ou d'un autre, se laisser impacter. Et je pense que quand on est dans cette dynamique, quelque part, on ne s'écoute pas, on s'oublie, on est dans une espèce de dépassement sans limite et on s'épuise. Les parcours d'AMP ont des énormes impacts au travail, et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis aussi engagée au sein du collectif pour sensibiliser sur ces sujets. Mais il faut se rendre compte quand même, dans un parcours de FIV, il y a tous les examens médicaux préalables, tout l'agenda réorganisé en fonction de ça. Enfin, on ne choisit pas parfois les horaires, parfois c'est le matin, parfois... Ces dernières minutes aussi, beaucoup de choses. Parfois, ces dernières minutes, quand c'est le moment, justement, il y a donc tous les examens médicaux préliminaires pour faire le bilan, etc. Il y a toutes les prises de sang, il y en a je ne sais pas combien par parcours. Il y a effectivement les échographies qui permettent de savoir comment les follicules grossissent une fois qu'on a une stimulation hormonale. Il y a toutes les piqûres, tous les traitements. On prend des doses de cheval. C'est un truc de d'hormones dingue, hein. Qui ont des impacts sur le moral, j'imagine. Le moral, la nervosité, la sensibilité. Enfin, on est beaucoup plus irritable, on est beaucoup plus sensible. C'est un SPM x10. Oh là là, mon Dieu. Et tout le temps. Tout le temps. Et donc, du coup, c'est très compliqué de gérer les deux de front, parce que, en fait, moi, du coup, j'avais des responsabilités. J'étais quand même au COMEX, j'avais beaucoup de clients, des équipes qui m'attendaient, etc. T'avais des équipes aussi. Beaucoup de rendez-vous. Alors, je ne suis pas la seule à avoir un agenda chargé, mais c'est vrai que c'était très compliqué à organiser. Et on essaie de jongler un peu, on fait du Tetris, on joue avec le télétravail, on essaie de s'organiser au mieux, on voit s'il y a un de nos collègues ou notre manager qui peut prendre le relais. Mais surtout, on compense. Moi, je sais que parfois, mon gynécologue, il avait 3 heures de retard, donc je travaillais dans la salle d'attente. Et quand je pouvais pas, quand ça m'empêchait d'avancer comme je devais, j'étais moins efficace que d'habitude, ce que j'essaie d'être, je couchais ma fille et je rattrapais le soir. J'étais tout le temps dans une forme de compensation, de rattrapage, de culpabilité quelque part, en me disant « Ouh là là, du coup, là, j'avais des rendez-vous, j'ai pas pu faire ci, j'ai pas pu faire ça. » L'injonction Wonder Woman, quoi, un peu. Exactement, mais l'injonction, mais que je me mettais aussi moi-même, quelque part. Parce que oui, il fallait que je sois à la hauteur de mon rôle. Et puis, effectivement, ce côté... j'y arriverai, quoi qu'il en coûte, je suis forte, ça m'atteindra pas. Et je veux tout faire. Voilà, exactement. Parce que beaucoup de femmes s'imposent, je pense, à tous les niveaux. Je crois aussi. En plus, ce qu'il faut se dire, c'est que je venais d'être maman à ce moment-là. Oui, en plus, Mila était petite. Mila était petite, on dormait pas, j'avais moins de temps. Enfin, donc j'étais dans une... La spirale, quoi. une spirale, mais bon... ça a duré des années et des années comme ça, où j'ai tenu bon, mais je me suis épuisée. Moi, j'étais quelque part dans un contexte plutôt favorable et positif, quand d'autres, je pense, dans d'autres entreprises, c'est plus compliqué. Moi, j'étais dans une petite agence quand même, taille humaine. Tout le COMEX était au courant. Moi, je suis quelqu'un qui en parle assez librement. Vu que je ne voulais pas que ça, entre guillemets, ça impacte ma carrière ou ça se reflète, je mettais jamais de limite. Pendant toutes ces années de PMA, en fait, parfois je vivais les échecs entre 2 réunions. Je recevais le mail du Danemark qui m'annonçait qu'en fait, j'avais pas d'embryon. J'étais dans une forme de, presque de déni où j'accusais même pas le coup parce que j'enchaînais direct dans quelque chose d'autre. T'avais pas le temps de te poser sur l'information, j'avais même pas quoi. le temps de vivre ça, d'intégrer cette information. Et dans une espèce de... Je courais après un train, etc. Avec le recul, j'aurais juste aimé peut-être qu'un jour, quelqu'un se pose avec moi et un peu dans un ping-pong me dise « Non mais Maëva, pose-toi 2 secondes. Là, t'entames un parcours. Est-ce qu'on peut aménager ton temps de travail ? Qu'est-ce que t'en penses ?» Juste me poser la question.
Et a posteriori, surtout, je me suis dit, mais en fait, il y avait même un cadre légal que je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre du droit du travail, on a le droit à des autorisations d'absence pour les examens médicaux dans le cadre d'un parcours d'AMP. Moi, je n'étais même pas au courant. Peu d'entreprises sont au courant. D'ailleurs, c'est dramatique, les chiffres qui ressortent de l'étude. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, autour de 30% des entreprises qui ne sont pas au fait des autorisations d'absence et une quarantaine de pourcents qui ne les appliquent même pas. Mhm. Et donc, on ne m'en a jamais parlé parce que je pense que personne n'est au courant de ce sujet. Les entreprises ne sont pas sensibilisées. Et du coup, finalement, moi, il y a même des moments où je posais des congés parce que c'était trop compliqué. J'ai été en arrêt maladie aussi parce que, après tous ces échecs, un arrêt de grossesse, j'étais vraiment, j'y arrivais plus. Les chutes d'hormones, j'étais à bout de fatigue. Au bout de 10 ans dans cette entreprise, 4 ans d'AMP, un arrêt de grossesse, une dizaine d'échecs, 8 ponctions. Mon Dieu, quel parcours quand même, hein, c'est vrai. Dit comme ça. Ouais, je pense qu'il faut. C'est comme du sport de haut niveau. Après tout ce parcours, quand on était à l'agence, contexte économique compliqué, il y a eu un plan de licenciement économique et là je me suis dit. Ça va être compliqué de repartir et peut-être que professionnellement, tu veux dire. Ouais. Peut-être que c'est le moment de ne plus. Enfin, voilà, je me culpabilisais toujours avec le boulot. Ouais. Beaucoup de gens me disaient mais tu travailles trop. Vous savez les injonctions ou les petits conseils. Oui. Tu travailles trop. Ce bébé viendra que quand tu lui feras de la place. C'est parce qu'en fait tu penses trop au travail. C'est de ta faute quoi. En gros, en gros, c'était de ma faute en fait. Fois. C'est le stress. Ah oui, ton taux de cortisol il doit être très haut, c'est à cause de ça. Et donc j'en étais presque à arriver à culpabiliser d'un côté et de l'autre. En fait, je me suis dit mais en fait ou en vouloir à mon travail à me dire si je ne tombe pas enceinte, c'est à cause de mon travail. J'ai tout fait, acupuncture, j'ai tout fait. Et je me suis dit, le dernier truc que j'ai pas fait, c'est effectivement, c'est le travail. Quand ce plan de licenciement économique s'est présenté, je me suis dit que c'était, finalement, c'était dur à vivre, mais que c'était peut-être l'occasion, entre guillemets, de voir si vraiment ça avait un impact sur moi. Et avec ma femme, on s'est donné 1 an pour continuer. Si au bout d'1 an, ça marche pas, on aura notre réponse, quoi. Ça fait 1 an que je ne suis plus dans cette agence, mais depuis, je me suis engagée. Voilà. Enfin, je travaille autrement. Oui, c'est du travail. Voilà, de manière bénévole. Mais voilà. Ouais. Au sein du collectif BAMP, avec cette envie de transformer cette expérience, ce vécu qui était jusque-là un peu négatif, subi en quelque chose de positif, en me disant j'ai pas vécu tout ça pour rien, j'ai peut-être quelque chose à transmettre. On va revenir sur le collectif et ses actions, etc. En ce mois donc nous sommes en novembre, en ce mois de sensibilisation, le collectif a publié une grande étude nationale sur l'impact de l'AMP dans la vie professionnelle. Avant de justement revenir un peu sur quelques chiffres qui sont intéressants de cette étude, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est important d'avoir enfin des données françaises sur ce sujet ? Parce que je pense que pour que les entreprises se saisissent du sujet, il faut objectiver les choses. Qu'il ne suffit pas de déclarer ou de partager un vécu, que c'est important de donner des chiffres concrets, qui concrétisent cet état, cette réalité. Le constat, il est assez dramatique pour moi. Oui, l'AMP a un énorme impact sur la vie professionnelle. Moi, je t'en ai témoigné tout à l'heure sur c'est ce que tu expliquais toi déjà de ton propre parcours. De mon propre parcours. Juste cette étude, quand même, elle est assez représentative parce qu'il y a plus de 1000 salariés qui ont répondu à l'étude et plus de 170 employeurs qui ont répondu. Donc il y a vraiment une masse de répondants qui nous permet d'avoir une représentativité. Ce que cette étude nous dit, c'est qu'il y a un énorme impact sur la vie professionnelle, un impact sur la santé mentale. Le sujet de la santé mentale, grande cause nationale, on en a beaucoup parlé. 78% des répondants rapportent un impact significatif de leur parcours AMP sur leur santé mentale. 90% à avoir ressenti de l'anxiété pendant leur parcours et 66% à avoir recherché un soutien psychologique. Donc c'est dire à quel point ça impacte, ça joue sur le moral, le stress, etc.
Et c'est important que vous le rappeliez, parce que comme pour beaucoup de sujets qui concernent notamment les femmes, c'est souvent des choses qui sont banalisées ou minimisées, puisqu'on est, entre guillemets, les seuls à ressentir ça. Tant que c'est pas exprimé clairement dans la société, on se pense seul aussi à traverser ce truc-là. Donc c'est important ce que fait le collectif, de dire, si vous êtes en AMP, il est fort probable que ce soit une période compliquée pour vous, et c'est normal. Oui, c'est ça, ça permet de sensibiliser tout le monde aussi, même ceux qui vont vivre un parcours en amont, et d'anticiper quelque part ces impacts et de s'y préparer au mieux. Donc il y a à la fois un impact mental, un impact physique, 60% des répondants indiquent avoir un impact physique tangible. Donc de la fatigue à cause des traitements hormonaux, du stress accumulé. Voilà, j'ai même eu j'ai reçu lors de cette étude énormément de témoignages. Il y avait des questions ouvertes et les gens se sont vraiment livrés. Et là, il y avait une salariée qui répondait: les traitements m'ont épuisé physiquement et émotionnellement. Aller travailler certains jours, relever du défi. Ouais. Parfois, c'est vraiment difficile de se lever, de trouver l'énergie d'aller au travail quand on vit tous les effets de ces traitements et de ce parcours, parfois des échecs, c'est des montagnes russes, etc. Ah, c'est clair. Voilà, il faut porter ça, aller au travail, et beaucoup font comme s'il n'y avait rien. En tout cas, ne signalent pas forcément à leur employeur qu'elles font un parcours AMP, et puis se sentent probablement souvent isolés aussi face à ces difficultés, quoi. Ouais, alors moi, ce qui m'a étonnée, en revanche, j'étais assez d'accord avec toi. Enfin, je pensais que beaucoup de gens n'en parlaient pas au travail. Il se trouve qu'on a un chiffre. Voilà, 85% des salariés disent avoir informé quelqu'un au travail. Ah oui, quelqu'un. Mais parce que moi, je pensais que dedans, ça incluait, tu sais, la bonne copine collègue ou le pote collègue et tout. Mais à 49%, leur manager en priorité. Donc quand même, il y a un rôle de manager de proximité important. 49% des 85%. Et 25% à un collègue. En tout cas, c'est ce qu'ils citent. Mais, ils en parlent. Mais ils sont 59% à avoir des craintes à l'idée d'en parler. C'est-à-dire, ils en parlent parce qu'ils n'ont pas trop le choix, parce qu'ils ont besoin d'en parler, soit pour avoir les autorisations d'absence, soit pour quelque part à essayer d'avoir un peu un temps d'aménagement du télétravail, etc. Mais ils sont pas sereins. Oui, en fait, ils en parlent parce que pas trop le choix. Là, à un moment, il va falloir quand même dire quelque chose, sinon ça va être trop compliqué. Quoi. Exactement. Ouais, En tout cas, ceux qui en parlent, c'est ça. Et il y en a, ils n'en parlent pas, justement. Ils préfèrent le cacher. Et ils posent des congés, voire même certains des arrêts maladie, parce qu'ils n'arrivent plus à gérer la situation. Plutôt que de bénéficier éventuellement des jours, des autorisations d'absence dont tu nous parlais. Donc on a 81% qui ont pris des congés liés à leur AMP et 66% qui ont posé des arrêts maladie. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais parce que justement, quelque part, il y a un cadre légal qui existe, il y a une loi qui protège, mais elle n'est pas appliquée. C'est-à-dire, et elle n'est pas appliquée parce que, au-delà de la loi, il n'y a pas été mis en place quelque part un plan de sensibilisation ou de formation des entreprises sur le sujet. Et donc, pour revenir au point de départ, ça a des impacts énormes sur les salariés. Les employeurs ont l'air d'être conscients de ça. Ouais. 77% répondent que le parcours d'AMP est un événement de vie important pour les salariés, mais il n'y a que 35% des employeurs qui déclarent avoir une politique RH ou des mesures spécifiques pour le soutien de la fertilité. Donc il y a un énorme décalage entre un vécu des salariés, un impact, donc on disait mental, physique, un impact sur leur performance également, sur leur carrière. Il y a 41% des gens qui disent... qui songent à quitter. Qui songent enfin, ou qui ont quitté leur emploi dans le cadre d'un parcours d'AMP. Donc ça a des énormes impacts. Aussi, voilà, ça a des impacts financiers sur les entreprises, parce que perdre un salarié, ça représente 6 à 9 mois de salaire. Enfin, c'est énorme. Voilà, parce qu'il faut relancer tout un processus de recrutement, former, etc. Ouais. Donc ça a des impacts aussi sur les entreprises. Ça existe, mais les entreprises en face n'agissent pas. Et donc toute cette étude, tout ce travail qu'on fait d'objectivation de cette réalité, c'est justement pour leur montrer qu'ils ont tout intérêt, eux, à agir. À la fois, bien entendu, pour le bien-être des salariés, pour la qualité de vie au travail,
dans le cadre de politique RH, en Fidéliser, faveur de la recruter. diversité, de l'inclusion ou parfois des politiques de parentalité existantes, qu'ils ont tout intérêt à le faire parce qu'ils en bénéficient. Ils en bénéficient d'un point de vue d'image, d'un point de vue d'attractivité, d'un point de vue de performance financier, et surtout, quelque part, un salarié accompagné a plus envie de rester dans l'entreprise, est plus performant, a une meilleure santé mentale. Enfin, tous ces chiffres ressortent dans l'étude. Et donc, on veut prouver finalement l'intérêt pour les entreprises d'agir aussi parce que ça leur bénéficie. C'est un enjeu de performance également pour ces entreprises-là. C'est une vision à long terme, en Exactement. fait. C'est parfois ce qui manque dans les entreprises. C'est de petites dépenses qui permettront à long terme en fait, de faire de grandes économies et de fidéliser, et d'avoir aussi des gens loyaux envers la marque ou l'entreprise. Enfin... Exactement. Et puis, je pense que la nouvelle génération aujourd'hui qui arrive, des futurs salariés, alors déjà, seront encore plus concernés par l'infertilité. Et ils vont être regardants sur ce genre de choses, à mon avis. Et malheureusement, parce que l'infertilité ne baisse pas, et ils sont beaucoup plus regardants sur tout ce qui est stratégie RSE et engagement des entreprises, équilibre vie pro-perso, équité homme-femme. Bien sûr. Et donc, le sujet de la parentalité et entre guillemets, tout ce qui est santé reproductive est un enjeu crucial pour les entreprises. Et on le voit, ça bouge. Quel type de réaction ou de malaise les femmes qui suivent des parcours d'AMP craignent le plus dans l'entreprise quand elles vont parler de ce sujet-là? On a eu une question là-dessus, sur les peurs, les craintes de verbaliser le fait qu'on est en parcours d'AMP. Et ce qui ressort, c'est la peur du jugement et de la stigmatisation, peur du regard, d'être mise à l'écart, qu'on me voit comme moins performant. Là, c'est des verbatims que je te cite. Ouais. Peur de conséquences professionnelles. Donc, il y a eu de nombreux cas de discrimination qui ont été rapportés. Bah voilà. C'est basé sur des faits quand même concrets. Voilà, là, il y a quelqu'un qui nous dit ils m'ont refusé un poste de directrice car je suis en parcours. Une autre qui dit je n'ai plus d'évolution salariale à partir du moment où j'ai eu ma première absence PMA. CIMER, voilà. En tout cas, il y a cette peur de est-ce que ça va avoir un impact sur ma carrière? Parce qu'effectivement, on se dit à partir du moment où j'annonce que je suis en parcours d'AMP, ça veut dire que tout le monde est au courant que j'ai envie de faire un enfant déjà. Et rien que le fait de dire envie de faire un enfant, donc déjà, grossesse implique oh là là, congé mater, etc. Mais là, un parcours AMP, on ne sait pas combien de temps ça va durer, les examens, etc. Donc, dans l'imaginaire collectif, potentiellement pour un manager, ça veut dire complications, etc. Donc, il y a peur de dire ça. Il y a aussi beaucoup la peur d'être incompris et de subir des remarques déplacées. Là, j'ai une phrase qui dit « Tu es sûr que ce n'est pas parce que tu es trop stressé ?» Toutes les remarques, les petites phrases qu'on reçoit. D'ailleurs, c'est l'objet de la grande campagne de sensibilisation qu'on vient de lancer. On y reviendra. Oui, sur le bingo. Exactement, le bingo du bébé, le bingo des petites phrases qu'on reçoit. T'es pas trop stressé, t'as lâché prise. Et donc, tout ça mène à un sentiment d'isolement. Parce que on ne se sent pas compris, donc on n'en parle pas et donc on s'isole petit à petit. Beaucoup disent n'avoir personne à qui en parler au travail et faire semblant que tout va bien. Et je pense que ce truc de faire semblant que tout va bien, c'est un peu l'envie de ne pas montrer que ça nous impacte, de tenir bon, de tenir le cap. Et je pense qu'on est dans une espèce de... on ne s'écoute pas, de combat. Surtout dans tout ça, je pense qu'il y a une demande implicite de confidentialité. Quand les gens en parlent. Je ne voulais pas que tout le monde soit au courant. Le manque de compréhension est immense. On a besoin d'un cadre, pas d'un silence. Donc c'est toute une politique d'action, de stratégie RH à mettre en place sur cette thématique. Ça ne sera pas réglé en mettant juste une action de sensibilisation. Un petit webinaire webinaire une fois. Alors c'est déjà bien. On va pas cracher dessus, mais ça suffit pas. Donc, on le disait un peu avant, tu as toi-même eu des difficultés à mener parcours d'AMP et vie professionnelle de front en même temps, malgré un environnement bienveillant. Et ça a été jusqu'au point où, comme tu l'expliquais, tu as fini par partir dans le cadre d'un licenciement éco. Est-ce que tu crois que ça illustre le fait qu'il faille légiférer pour que les employeurs proposent automatiquement des aménagements et des accompagnements dans le cadre des parcours, qui n'est pas le choix en fait, voilà, point. Aujourd'hui, comparé à d'autres pays, il y a quand même un cadre légal aujourd'hui existant qui protège. D'accord.
Il y a des autorisations d'absence qui sont prévues quand on est en parcours d'AMP pour les examens médicaux. Le conjoint a le droit à 3 absences, lui, de son côté, pour chaque parcours. Ces autorisations d'absence sont prévues pour les femmes et pour les hommes maintenant. Très important à savoir ça. C'est aussi maintenant prévu pour les parcours d'adoption. Ça ne l'était pas jusque-là. Prisca Thévenot a porté une loi sur ce sujet, pour laquelle on était éditionné récemment. Donc ce cadre existe. On peut toujours aller plus loin. Mais déjà, faisons en sorte que ça soit appliqué. Oui, c'est ça. Et donc pour moi, effectivement, ça doit être suivi d'un plan de sensibilisation et de formation des entreprises. Les recommandations que nous, on porte côté collectif BAM, c'est, voilà, en tout cas ce qu'on fait en entreprise, on se sensibilise à ces sujets à travers des plénières, des webinaires, etc. Mais pour faire un peu l'AMP pour les nuls, presque, oui, le B.A.-ba, un point de départ de ce que c'est, qu'est-ce que l'AMP, un parcours de FIV, ça représente quoi, quels impacts ça peut avoir, comment parler à ses collègues, comment agir. On propose des formations managers et RH parce que ils sont les premiers. Voilà, on le disait tout à l'heure, les gens en parlent à leur manager. Le rôle du manager de proximité est très important. Il faut qu'il soit formé pour savoir comment réagir à cette annonce. Utiliser les bons mots, comprendre vraiment quel impact ça peut générer, parce qu'on dit parcours d'AMP, oui, ok. Quand on le vit pas, et ça je reconnais, parce que moi-même je suis pas concernée, c'est des sujets, une fois qu'on les creuse, on comprend à quel point c'est complexe, à quel point c'est difficile, à quel point c'est long, à quel point c'est un parcours de la combattante. Mais c'est vrai que quand on le vit pas, comme pour beaucoup de choses, on n'a pas forcément conscience de ça, donc c'est essentiel de sensibiliser à ces sujets, effectivement. Déjà. Ça me fait penser à quelque chose, en fait. Effectivement, je pense que les gens qui ne le vivent pas ne le comprennent pas, même des gens très proches. Et moi, j'ai lu, il y a Salomé Berliou qui a écrit un livre qui s'appelle La peau des pêches, qui est exceptionnel, qui, moi, m'a beaucoup touchée, qui parle, c'est un roman autour d'un couple qui essaie d'avoir un enfant, et elle raconte brillamment ses hauts, ses bas, ses parcours, et je pense qu'en le lisant, on comprend. Ok. Et autour de moi, j'avais des amis qui, quand ça fait 4 ans, ils nous demandent est-ce que ça a marché, pas marché, etc. À la fin, je pense qu'il y a une forme de lassitude, ils savent même plus quoi nous dire. Et ils comprennent pas ce qu'on vit. Et on peut même pas leur dire, parce qu'à la fin, on en a marre, on va pas se plaindre, on va pas passer notre temps à se plaindre, donc on fait comme si de rien n'était. Et j'ai dit à une de mes amies de lire ce livre. Et après l'avoir lu, elle en avait les larmes aux yeux. Elle m'a dit, Maëva, pardon. Je me rendais pas compte. Maintenant, oui. Je me rends compte à quel point c'est dur, c'est difficile, etc. Alors, je dis pas qu'il faut lire. Si, il faut le lire. Et je dis pas qu'il faut dire à tous les managers de lire ce bouquin. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Mais pour faire écho à ce que tu dis, je pense vraiment, en tout cas, il faut prendre ce temps de la pédagogie. Les RH et les managers, c'est essentiel. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut mener une vraie réflexion de fond avec les entreprises. Et c'est ce qu'on propose, un peu comme un cabinet de conseil, de faire un état des lieux dans chaque entreprise de ce qui se fait, de ce qui est attendu, et de proposer des mesures ou des actions pour améliorer cette politique RH et améliorer cette prise en charge des personnes concernées. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus sur le sujet stéréotypes et injonctions paradoxales. Donc, toi, tu es en couple de femmes. Est-ce qu'il y a un poids supplémentaire dans le cadre d'un parcours PMA actuellement en France, quand on est un couple de femmes ? Le poids supplémentaire, en tout cas, moi, le poids que j'ai vécu en tant que couple de femmes, alors, moi, j'ai jamais eu de problème avec mon homosexualité. J'en ai toujours parlé librement, très rapidement. Enfin, c'est un peu comme dire j'ai mangé une pomme aujourd'hui pour moi. Donc, moi, je l'ai toujours très bien vécu. Ça n'a pas été le cas de ma femme, pour le coup, et j'imagine de beaucoup de gens dans cette société. Mais en tout cas, quand on a voulu faire un enfant, les freins et le poids, c'est qu'on ne pouvait pas à l'époque le faire. Oui, ce qui est déjà énorme. Il n'y avait pas de cadre, il fallait se trouver les solutions par nous-mêmes, etc. Donc, aujourd'hui, grâce à la loi de bioéthique, les couples de femmes peuvent avoir en tout cas essayer d'avoir un enfant en France, mais les délais sont toujours très longs, c'est très complexe. Donc moi, le sujet, il était plus logistique, organisationnel. Mais j'ai pas ressenti même aujourd'hui avec ma fille, on a la chance de vivre dans un environnement parisien,
Oui, en tout cas, éveillé, ouvert. ouvert. Il y a pas de- J'ai jamais, voilà, elle n'a jamais subi encore de réflexion méchante sur le fait qu'elle a 2 mamans. Au contraire, ses copines sont presque jalouses. Ah, t'as 2 mamans, toi, C'est vrai trop que c'est bien. Et puis voilà, et les enfants aujourd'hui, ils vivent dans un environnement où voilà, c'est plus le même qu'il y a quelques années. Non, c'est vrai. La société, elle a beaucoup évolué quand même. La en société elle a beaucoup 10-15 ans, évolué. ouais. Les familles, il n'y a plus qu'une famille. Alors, la famille hétéro basique, voilà, Oui. Il y a- classique. Voilà. Maintenant, il y a des mamans solo, des papas solo, 2 papas, 2 mamans, Mhm. des familles recomposées. Enfin, voilà, il y a tout plein de familles différentes. Et Ouais. effectivement, voilà, nous, on Bon, bah, c'est cool, c'est plutôt on le un vit message, plutôt bien, en tout cas. positif. On a cette chance. Alors après, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais et puis il y a des associations comme le collectif Famille, voilà, qui sensibilisent aussi à ces sujets. Donc voilà, Très ça bouge. important aussi comme travail. Mais bon, on espère que ça changera pas, hein, vu ce qui se passe outre-Atlantique. Voilà, mais c'est pour ça que ça fait plaisir aussi d'entendre des paroles un peu positives, parce que, bon, voilà, vu ce qui se passe outre-Atlantique et un peu partout, on se demande des fois si la société n'est pas en train de revenir en arrière, donc c'est pas forcément le cas. Restons, restons optimistes. Le mythe de la Wonder Woman, on en parlait tout à l'heure, tu crois que pourquoi est-il si dur à déconstruire, selon toi ? Alors moi, j'ai parlé pour moi, mais Oui. je pense que il a du mal on a du mal à le déconstruire parce que nous-mêmes, on a du mal à le déconstruire. C'est-à-dire que on veut tout faire. On veut être parfaite partout. Enfin, en tout cas, moi, je veux pas faire de généralité, mais on veut être une bonne mère, on veut être une bonne partenaire, une bonne amie, une bonne pro. Ouais. En fait, On peut pas être sur tous les fronts tout le temps, quoi. ouais, mais on essaye en tout cas. Alors, je sais pas d'où vient cette injonction. Je sais pas si c'est l'éducation. Moi, je sais effectivement que j'ai cette envie un peu de... Ouais, on essaie un peu d'être parfaite partout. Et parfois, on s'épuise effectivement à ça. Mais comment le déconstruire, je sais pas. Bah, justement, peut-être en étant un peu moins bon élève. Non, mais je crois qu'on le déconstruit en levant le voile sur ses fragilités. Oui. J'avais un peu cette image je pense que beaucoup de gens ont encore cette image de moi, un peu justement, Wonder Woman, très dure, parce que quelque part, ça endurcit. Oui. Tout ça, c'est quelque part ce poids qu'on se met sur le dos, très dur, un peu tête dans le guidon, où on essaie de tenir quoi qu'il en coûte, etc. Et quand j'ai quitté mon agence et que j'ai décidé de m'engager, j'ai beaucoup pris la parole sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn notamment. J'ai un peu levé le voile sur mon intimité, sur mon vécu. Je pense qu'il y a des collègues qui ont découvert une partie de moi qui ne connaissaient pas. Une forme de fragilité, je suis pas justement, j'étais pas une superwoman. La preuve, j'ai quitté mon job, ça a été difficile, j'ai vécu des moments durs. De plus en plus, on s'autorise à verbaliser sa fragilité. Et donc, je crois quelque part que ça aide parce qu'on s'autorise à vivre ces difficultés, ces fragilités, à s'autoriser à les verbaliser. Soi-même Exactement. de manière transparente, quoi. C'est comme pour le postpartum. Les réseaux sociaux aident aussi, finalement. Bon, il y a plein de défauts côté réseaux sociaux, mais ça ouvre la parole aussi sur des choses qu'on n'entendait pas forcément avant. Exactement. Je pense. Est-ce que tu crois que la solidarité entre femmes, entre collègues, au sein du couple, ou même l'existence de collectifs comme BAMP, c'est des leviers qui permettent d'alléger cette pression ? Enfin, tu le disais un petit peu. Moi, ça m'a sauvée. Ouais, carrément. J'ai un peu envie de le dire comme ça, c'est-à-dire que pendant 10 ans, j'étais à fond dans ma carrière professionnelle. Je me suis retrouvée du jour au lendemain où j'avais plus ça, donc une espèce de... Là, ça fait un vide identitaire. Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouh là là. Ouais. Vraiment. Et dans un parcours en plus d'AMP où quelque part j'avais plus de travail et je refais une tentative qui ne marche pas, et donc à ce moment-là je vis de plein fouet l'échec, ce que j'avais pas vécu encore jusque-là parce que j'étais dans tête dans le guidon. Là j'avais l'espace pour le vivre. Je me suis pris une énorme claque en mode j'ai plus de boulot, malgré le fait que je travaille plus, ça ne marche pas. Et alors c'est à ce moment-là, je pense que c'était juste après, je me suis engagée dans le collectif parce que j'avais envie
de ce truc, cette quête de sens et d'avoir de l'impact. Et ce collectif de femmes, il y a un homme, n'oublie pas, mais ce collectif de personnes touchées par l'AMP, l'infertilité, qui nous comprennent, hyper sympa, hyper engagé. Oui. Il y a une solidarité et il y a un lien qui se crée exceptionnel. Et quand je dis moi ça m'a sauvée, c'est que en fait je me suis sentie comprise, écoutée, que quelque part tout ce que j'avais vécu jusque-là avait un sens. Que j'étais pas la seule. Il y avait une raison à tout ça. Il y avait une raison à tout ça. Je pense que c'est crucial, ces communautés de soutien, d'écoute. D'ailleurs, le collectif BAMP organise des groupes de parole qui sont salvateurs, parce que justement, on se retrouve, on se connaît pas forcément, mais on peut se livrer et on est compris, on est entendu. Dans mon parcours aussi, il y a des amis qui sont restés et des amis qui sont partis. Moi, ça a été très dur pour moi. Parce qu'en fait, le parcours est tellement complexe que parfois on devient dur, peut-être parfois agressive, un peu plus intransigeant, etc. Et moi, j'ai perdu des amis très proches qui se sont éloignés parce qu'ils ne me comprenaient plus. Ouais. Et il y en a qui restent et qui sont là et qui soutiennent. Et ça, c'est exceptionnel. Et surtout, et je n'en ai pas parlé, le pilier dans tout ça, c'est ma femme. Bien sûr, c'est vrai. Vous parlez du couple quand même dans la question, mais effectivement. Qui est là depuis le début, qui est mon phare dans la tempête. Et qui, moi je suis énergique, sanguine, etc. Elle, c'est plutôt le tempérament calme qui m'apaise. Et c'est pas facile pour le couple de traverser toutes ces étapes. Oui, c'est vrai. Il faut que ça soit solide. Et on est encore là. Après toutes ces années, on va bientôt fêter nos 10 ans. Donc, bravo. Est-ce que tu peux me citer quelques temps forts du mois de novembre, justement ? Le collectif BAMP existe depuis 2013. Et depuis cette date, elles ont organisé déjà des semaines de sensibilisation à l'infertilité chaque année. Et cette année, il y avait cette envie d'accorder tout un mois de sensibilisation pour justement se donner la place d'en parler, laisser l'espace médiatique aussi pour s'en emparer, avec l'envie d'en faire un vrai mouvement collectif de mobilisation, un peu comme peut être Octobre Rose par exemple, et de l'installer dans le temps. Et surtout que ça soit... que ça touche, qu'on fédère beaucoup d'acteurs. Donc, il y a le collectif BAM qui est engagé, mais pas que. Il y a des associations, il y a des acteurs institutionnels qui nous accompagnent, des acteurs privés, des entreprises qui sont engagées. Donc, c'est vraiment un mouvement d'acteurs engagés autour de l'infertilité et qu'on a envie qu'il nous dépasse presque, que les gens s'en saisissent, que ceux qui sont concernés aient envie d'en parler, que ça libère la parole, etc. Les voies de la conception sont impénétrables quelque part. Moi, je me suis rendu compte dans ces parcours de toute l'incertitude et du flou dans lequel on vit. C'est-à-dire, on passe d'un gynécologue à l'autre, on n'a pas du tout les mêmes discours, pas du tout les mêmes protocoles, pas du tout les mêmes recommandations. Il n'y a pas... il n'y a pas une vérité, quoi. Voilà, ce n'est pas une science exacte. D'ailleurs, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a beaucoup, c'est important de le dire, de couples ou de personnes concernées qui ressortent d'un parcours d'AMP sans enfants. Il faut quand même en parler. C'est pas une solution magique, en fait. Bien sûr. On entend beaucoup... D'ailleurs, c'est une des phrases de la campagne, mais t'as qu'à faire une FIV. En fait, t'as qu'à faire une FIV, c'est pas sûr que ça marche, quoi. Oui, c'est pas une garantie non plus. Et dernière question avant de clore cet échange passionnant. Est-ce que tu as un modèle, une personne, connue ou non, qui t'inspire dans ton engagement quotidien ? Alors, j'ai quelqu'un qui m'inspire, je ne vais pas dire un modèle, mais c'est Virginie Rio, la présidente du collectif BAM, qui m'inspire beaucoup, je dois l'avouer, depuis que je me suis engagée dans cette association. Virginie a créé l'asso en 2013. Ça fait presque plus de 10 ans, 12 ans qu'elle est engagée. Elle se bat sans relâche pour cette association depuis toutes ces années. Elle fait ça nuit et jour. Et elle est vraiment inspirante parce que... Quel combat. Voilà, vraiment, c'est un combat.
Elle nous engage, elle nous écoute, elle nous fédère, elle nous motive. Puis elle est très accueillante. Il y a vraiment cette énergie quelque part, je trouve, de très maternelle. Finalement, du manager presque que j'aurais aimé avoir, alors qu'en fait, c'est pas du tout mon manager et que c'est une asso, mais voilà, j'ai envie de finir là-dessus et de lui rendre honneur. Pour moi, Virginie Rio mériterait beaucoup. Un grand bravo donc à Virginie Rio et à tout le collectif BAMP pour tout ce que vous faites au quotidien, pour sensibiliser à l'AMP. Merci beaucoup Maëva pour ta présence dans le podcast Alors c'est pour quand ? Et si cet épisode vous a plu et si vous souhaitez soutenir le podcast, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser 5 étoiles. Le sujet vous intéresse ? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte Alors c'est la lettre C pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt.